Alors, bonsoir. Je vous invite tous à prendre place. Je me présente, Maria Luisa Romano, chargée de projet à l'action culturelle du Musée McCord. Au nom de l'équipe du Musée McCord et de celle d'Héritage Montréal, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes à cette première conférence de la série 2017-2018 des échanges urbains, une 6e édition de cette collaboration du Musée McCord et d'Héritage Montréal. La série, comme certains d'entre vous le savent déjà, réunit 4 fois par an des penseurs et des bâtisseurs de la métropole qui partagent leur point de vue sur des thèmes urbains qui touchent les Montréalais. Encore une fois cette année, nous aurons le plaisir d'entendre des conférenciers ainsi que le public présent s'exprimer et débattre sur des enjeux variés ancrés dans l'actualité. Illumination et paysages urbains nocturnes, chantier et design, divertissement et développement des quartiers, diversité culturelle et urbanisme seront au programme. Les conférences seront animées par Dinou Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal, et suivies d'un échange avec le public. Vous êtes toujours invités à poursuivre la discussion dans l'atrium autour d'un vin de l'amitié. Please note that tonight's presentation will be in French, and you are invited to participate to the question period in both languages. We also invite you to enjoy the cocktail in the atrium after the lectures. Nous tenons tout d'abord à remercier et à vous présenter les 3 conférenciers invités qui échangeront ce soir autour de la question suivante, Illuminer Montréal, innovation ou saturation? Donc, dans l'ordre, Connor Sampson est designer en éclairage et architecte et le président fondateur de CS Design. Fondée en 2008, cette agence de consultation locale et indépendante en éclairage œuvre dans le domaine de l'architecture, tant ici qu'à l'international. Connor Sampson enseigne la conception d'éclairage à l'Université McGill et représente le Canada sur le comité technique 274 du ISO, International Standards Organization. Il détient aussi une maîtrise en conception d'éclairage de Parsons School of Design et un baccalauréat en architecture de l'Université McGill. Il a pratiqué à New York, à Washington, D.C. et à Montréal. Nous recevons également Sashkin Bessette, qui, depuis qu'il a fondé le studio Moment Factory en 2001, canalise sa passion pour les arts visuels, le conte et la technologie interactive vers une quête perpétuelle de merveilleux pour inspirer l'émotion et rassembler les gens. En tant que directeur de la création, Sashkin Bessette a dirigé plus de 400 installations, environnements et événements multimédia autour du monde. Chacun de ces projets porte la vision audacieuse du studio, fusionner le contenu créatif et l'ingéniosité des équipes pour repousser les limites de l'art public et des nouveaux médias. Le développement, la mise en œuvre d'outils visuels à la fine pointe de la technologie, un fort penchant narratif et des valeurs artistiques rigoureuses ont toujours été au cœur de sa philosophie. Enfin, je vous présente Josiane Poirier, qui est doctorante en histoire de l'art à l'Université de Montréal et qui détient une maîtrise en études urbaines de l'Institut national de recherche scientifique. Sa thèse porte sur les illuminations spectaculaires de l'espace urbain et la notion de fantasmagorie. Plus généralement, ses recherches interrogent la présence de l'art et de la culture dans l'espace public, thème sur lequel elle a également développé une connaissance pratique par des collaborations avec le Bureau d'art public de la Ville de Montréal et le Service d'intégration des arts à l'architecture du gouvernement du Québec. Elle est aussi chargée de cours à l'Université de Montréal et participe à diverses publications. Nous sommes donc vraiment ravis de les recevoir parmi nous ce soir. On les remercie chaleureusement. Et avant de laisser la parole au micro à Dinou Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal, je vous remercie tous d'être également ici et je lui laisse la parole pour introduire la thématique de la soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Maria-Louisa. Good evening à tout le monde. Alors, nous sommes aujourd'hui le 1er novembre. Hier soir, beaucoup des rues des quartiers de Montréal étaient illuminées d'une manière qu'on connaît bien comme étant réalisée à travers des potirons sculptés et entourés d'enfants joyeux. Donc, c'est un élément. Mais peut-être donner rapidement l'idée qu'on a voulu mettre sur la table à l'occasion de ce premier échange du 6e cycle des échanges urbains sur l'illumination de la ville. Over 200 years in 1815, some people will remember that year as the year of Waterloo, but for Montreal, it was mostly the year of the first street lighting. So 200 years we have street lighting we can complain about, but also it's the introduction of artificial light and the extension of the day into the later hours.
À l'origine, l'éclairage était fourni par les marchands de la rue Saint-Paul. C'était un éclairage qui servait à créer un sentiment de sécurité. Donc, on part d'un éclairage de base très fonctionnel. Puis aujourd'hui, cette année, année du 375e, du 50e d'Expo 67, on a beaucoup d'éléments dans le paysage urbain qui nous rappellent qu'on a fait beaucoup de progrès. Enfin, on a évolué énormément sur ces questions. Mais rappelons-nous de certains éléments de ce patrimoine nocturne, si on peut dire. La Croix du Mont-Royal en 1924, les phares de Place Ville-Marie qui datent de 1938, qui étaient à l'origine sur la Banque Royale dans le Vieux-Montréal. Donc, c'est un monument nocturne. Le Five Roses qui date de 1948 et qui a été modifié après. Et évidemment, 1963, la célèbre horloge Molson, donc, dont on va parler sans doute bientôt. C'est donc dire qu'il y a des éléments, there are pieces of the Montreal iconic landscape that are associated with the night, but also with the light in the night. And if you look at old postcards of the city, of course, a lot of it was associated to the cinema marquees on St. Catherine, but increasingly you see appearing other elements of the landscape. Une chose qu'on a aussi eue à Montréal au cours des dernières années, ce sont certains débats. Certains débats sur l'occupation de la nuit. On parle des questions de bruit, mais on parle aussi des questions d'affichage commercial électronique. Comment est-ce que ça apparaît dans le paysage? On se rappellera des débats qui ont entouré l'introduction dans le Vieux-Port de Montréal d'un grand panneau d'affichage sur la jetée où se trouve le Centre des sciences et tous les conflits qu'il y avait avec les voisins autour de ça. Ce n'est pas étranger à ce qui se dit, ce qui s'est longtemps disputé à Ottawa sur l'installation de panneaux d'affichage sur le centre des congrès à côté du Canal Rideau ou encore en Europe à côté des centres historiques. De fait, en 2011, l'UNESCO a adopté une déclaration, une recommandation sur le paysage urbain dans lesquelles on commence à introduire des considérations comme ça parce qu'on se rend compte que le paysage de la ville, qu'il soit le jour, la nuit, aux petites heures ou au crépuscule, devient un élément emblématique. Alors, cette soirée, on va avoir un échange qui va porter là-dessus. Montréal est une ville créative, une métropole culturelle. How do we address this? And don't forget that one of the great icons of Montreal, the 1966 reconstruction of the Orange Julep, was originally lit at night. It's made out of a fiberglass section from a pool manufacturer that were lit from the inside. Alors, sans plus tarder, c'est juste pour vous donner ces idées-là. Pardon, un autre débat important, c'est la concurrence que font plusieurs projets, par exemple des agrandissements d'édifices institutionnels, des tours à bureaux, aux monuments nocturnes. Regardez l'agrandissement de la patinoire sur l'avenue du Parc avec un grand plafond plein de néons qui réduit, ou l'éclairage du stade Molson qui est juste à côté. Comment est-ce que ça concurrence la Croix du Mont-Royal? Ce sont des débats qui sont dans l'espace public, mais avec les conférenciers ce soir, on va avoir un éclairage très particulier, celui de gens qui ont les mains à la pâte. So let's start with Connor. Please, can you take the microphone? You come here. Yes. Connor is from across the street, but somehow he missed the briefing. Merci. Merci, Dino. Bonsoir. Je crois que Dino a vraiment mis en contexte beaucoup des points que je voulais soulever en termes de l'éclairage et l'histoire. Comme étant une architecte, mon champ de pratique, c'est l'éclairage et les bâtiments et la ville également. Et j'ai vécu dans ma carrière professionnelle, dans les 20 dernières années, une transition absolument incroyable en termes de technologie dans l'éclairage, qui a vraiment changé la façon qu'on voit l'éclairage, ce qu'on peut faire avec l'éclairage et son impact dans le milieu urbain. Mais pour vraiment comprendre où est-ce qu'on s'en va avec cette technologie, il faut bien comprendre d'où on vient. Donc, pour retourner un peu plus en arrière que les points spécifiques que Dino a apportés sur la ville de Montréal, c'est intéressant de regarder l'éclairage de la ville jusqu'en temps médiéval. Alors, je vais essayer, je m'excuse, typiquement, je suis beaucoup plus à l'aise avec un PowerPoint qui structure mon élan, mais j'ai quelques points que je vais essayer de lire. Donc,
L'évolution de la vie nocturne, effectivement, c'est un cycle qui est nourri par un cycle d'innovation technologique, suivi par l'implantation dans le domaine d'architecture et dans le contexte urbain. Alors, dans le 14e siècle, les grandes villes médiévales d'Europe, telles que Paris et Londres, dès le coucher de soleil, par décret de la police et la classe politique, exigeaient que la population reste enfermée dans leur maison avec les portes verrouillées. C'est vraiment une question de contrôle et sécurité. La rue était patrouillée par les veilleurs de nuit qui portaient les lanternes, et ces lanternes étaient plutôt symboliques, représentant le pouvoir de l'État. Tous ceux qui sortaient de leur maison après le coucher du soleil avaient l'obligation de porter une lanterne également, ou risquaient d'être arrêtés. Les lanternes portables ne servaient pas nécessairement à éclairer la rue de façon sécuritaire. En effet, elles étaient plutôt des points de lumière dans la pénombre. C'était des symboles ou des signaux qui représentaient le pouvoir et la lumière, pas nécessairement la sécurité et l'éclairage des rues en tant que tel. Dans le 6e siècle, les propriétaires deviennent responsables pour les chaussées devant leurs établissements et doivent fixer une lanterne permanente à leur façade. Donc, c'est la responsabilité du domaine privé pour éclairer les rues. En 1667, à l'ordre du roi Louis XIV, cette responsabilité individuelle est transférée à l'État, et plus précisément à la police. En effet, ça représente la plus grande portion du budget police de Paris dans ce temps-là. L'éclairage de rue devient uniformisé et son importance comme symbole de l'autorité de l'État est concrétisée. Vient la Révolution française de 1789. J'avoue, je ne sais pas exactement qui sont, Fouillon et Berthier, qui sont représentants de l'Ancien Régime, mais ils sont pendus devant l'Hôtel de Ville de Paris sur un lampadaire. Alors, ceci n'est pas une coïncidence, c'est effectivement une déclaration qui connecte l'éclairage et le pouvoir de l'État, ou le manque de pouvoir de l'État. Donc, rendu à cette image, ceci n'est pas un de mes projets, évidemment, mais je voulais quand même mettre en contexte, et c'est vraiment un point, pivotal point, un point particulier dans l'histoire de Montréal, et en même temps, Paris et Angleterre avaient un peu les mêmes transitions. C'est effectivement une image qui illustre une parade militaire sur le Champ de Mars à Montréal. Et c'est éclairé par une technologie qui s'appelle haute décharge intensité. C'est une vieille technologie assez puissante. Et ce qu'on constate en premier plan, c'est la haute société montréalais, tout habillé dans leurs belles robes, les uniformes, etc. Puis on voit les soldats qui font la parade devant. C'est vraiment, ce que ça représente, c'est vraiment l'accès public à la nuit. Donc, avant cette époque, la nuit et les jours, c'était vraiment deux temps très différents. Les activités qu'on faisait dans ces temps-là étaient très particulières. Et la nuit, c'était quelque chose de dangereux qu'on jouissait pas. Autre chose à noter, la source elle-même est assez brutale, puis très simple. On peut constater ça par les ombres. Essentiellement, il y a un point, un phare, une luminaire super puissant. Donc, le grand public s'approprie la nuit en 1879. Et ce sont les premiers exemples d'événements nocturnes formalisés. Donc, si on saute quelques années et si on prend quelques autres repères en termes de l'histoire de l'éclairage, on peut constater qu'en 1893, on avait l'exhibition mondiale de Chicago, où essentiellement il y avait le concours entre GE puis Tesla, ou le AC versus DC. Et c'était la première fois où il y avait vraiment des monuments architecturaux éclairés, de manière assez simpliste, mais quand même éclairés. Et c'était une énorme avance sur l'exposition de Paris, avant qui était éclairée plutôt par la gaz. 5 minutes. Donc, en 1927, Times Square, New York, il y avait des exemples d'enseignes commerciales, mais ça commence, Times Square. 1931, le Tour Empire State. 1933, le Rallye de Nuremberg, ce qui est un bel exemple de technologie militaire, si on veut. Et si on saute encore, 2002, le Tribute in Light, commémoration de 9/11.
avec 88 projecteurs originellement conçus pour l'usage militaire. Donc, comme on voit, la lumière comme matière neutre peut avancer plusieurs divers agendas, tels la technologie, le fascisme et le militaire, et dernièrement le commerce et le capitalisme. Sa nature éphémère, portable et puissante lui donne une flexibilité et caractère immédiate, ce qui n'est pas le cas dans le domaine de construction architecturale ou le développement et planification d'une ville. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'implante assez rapidement puis avoir un effet très puissant sans le délai de construction normale. Quelques points, puis je crois qu'on va reprendre un peu ça dans notre échange, mais si on regarde l'évolution de technologie, essentiellement, l'évolution dans ces dernières années se trouve dans les DEL. Ce que ça représente, c'est la miniaturisation. Ça représente une énorme augmentation de puissance. Les optiques sont capables de faire beaucoup plus d'effets, puis livrer l'éclairage où on veut. Les contrôles et, par extension, le dynamisme, c'est-à-dire qu'on peut changer l'éclairage instantanément. L'efficacité énergétique, la réduction des coûts a un énorme impact puisqu'on peut faire des projets beaucoup moins chers, beaucoup plus rapidement. Et dernièrement, les couleurs et par connexion aussi la perte d'uniformité, c'est-à-dire dans la couleur de blanc et surtout le changement de tonalité incandescent à d'autres couleurs de blanc. Donc, ça représente une explosion de possibilités en design et ça pose une question d'intention. Maintenant, on a les moyens, qu'est-ce qu'on fait avec? La potentiel d'avoir 16 millions de couleurs ne représente pas, à mon avis, un concept. C'est plutôt un support médiatique. Mais c'est vendu comme un concept. Donc, si on a contenu médiatique, c'est qui le contrôle? C'est la ville, les individus, les corporations? Est-ce que c'est Astral Media? Comment gérer le goût dernièrement? C'est quoi les critères de design? C'est qui les experts? On rencontre cet enjeu dans l'architecture, si on parle de CCU ou d'autres comités. Est-ce qu'on a besoin d'un plan? C'est qui va le produire? On a déjà eu un plan de lumière pour le Vieux-Montréal. On a d'autres plans qui s'en viennent. Mais est-ce que c'est le bon moyen ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui devrait évoluer de façon organique? C'est des questions qu'on devrait débattre. Dernièrement, quelques points sur le patrimoine, étant donné que c'est un échange organisé par Héritage Montréal. L'image de l'architecture n'est pas forcément la même le jour et la nuit. C'est quelque chose qui change. Il faut constater que les moyens et les outils d'éclairage moderne n'étant pas disponibles dans le temps, les architectes avant le début du siècle n'auraient pas pu imaginer leurs œuvres éclairées, mises en lumière. Il reste à l'imagination contemporaine d'imaginer comment la mise en lumière de l'historique pourrait être créée. Il est important aussi de noter que le contexte, le contraste, les programmes qui évoluent, donc l'éclairage doit évoluer en conséquence. Je finis avec deux grandes questions pour moi. Quelle est l'image symbolique que nous cherchons pour notre ville? Est-ce qu'une image permanente ou transitoire? Et deuxièmement, est-ce que cette image sera générée par consensus ou par l'accumulation d'éléments organiques et aléatoires? Merci, Connor. Grosse question à la fin, mais il faut les poser. On va régler ça tout de suite après les présentations. C'est ça, oui. Écoute ça, et est-ce que c'est un phénomène corpusculaire ou ondulatoire, bien sûr? Alors, important, on n'a pas tellement l'historique de ces phénomènes, mais graduellement, on voit comment ça converge, et avec beaucoup de notions de potentiel, pas juste d'intervention. D'ailleurs, on voit comment la représentation de ces moments-là est difficile à retrouver dans le temps. Comment est-ce qu'on a quelle documentation historique a-t-on? Est-ce que c'est des récits? Est-ce que ce sont des images? L'introduction du cinéma? Enfin, il y a plein de choses formidables à partir de ça. Saxton est un praticien, vous l'aurez compris, mais à une certaine échelle. Puis je pense qu'on se retrouve avec l'héritier des expérimentations du 19e dans le 21e siècle. Hein? C'est un peu ça, là. Je résume. Merci. On accueille notre ami.
Bonjour tout le monde. Merci Héritage Montréal et Musée McCord pour l'invitation, puis à tout le monde de venir partager la discussion. Je pense que c'est une discussion qui est intéressante et très actuelle. C'est sûr que nous, on vit avec ça à plusieurs différents niveaux, à plusieurs différentes échelles. Je vais peut-être commencer avec notre histoire un petit peu, puisqu'on est dans le contexte de l'histoire. Quand j'ai commencé, dans le fond, on a commencé, je faisais beaucoup de photos, et puis je faisais des diapositives, puis j'ai commencé par, dans le fond, faire des installations dans des after hours, puis dans des parties, puis dans le début de l'évolution de la musique électronique. Et puis, donc, on faisait des diapositives, des 16 mm, et puis c'est la technologie qu'on utilisait parce que c'est ça qui était disponible. Donc, on peut s'imaginer que depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, les choses ont évolué énormément. On installait des projecteurs vidéo grands comme ça qui étaient vraiment pas puissants. Puis, la réalité des outils qu'on avait a évolué énormément. Et puis, le marché a évolué, les opportunités ont évolué, les besoins ont évolué. Et puis, ça fait qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on fait. Et puis, que, dans le fond, la raison pour laquelle on a ce débat-là, c'est que la réalité d'aujourd'hui est basée sur le fait que les gens, ils veulent quand même animer leur ville puis créer des genres d'entertainment pour des raisons de sécurité, pour avoir plus de trafic, plus de gens, pour des raisons économiques aussi, puis des raisons culturelles, puis de communauté aussi pour, dans le fond, donner des outils aux artistes pour faire du travail, pour animer la ville, pour développer la culture locale. Je vais vous parler un petit peu du pont, parce que c'est un projet qui est peut-être récent, puis quand même local. Donc, c'est un projet qui est peut-être important pour la ville à un certain point. Je pense que c'est un très bon exemple du sujet d'aujourd'hui. Il y a plein de débats possibles à avoir avec un projet comme ça. Dans le fond, l'histoire du pont, c'est que la société du pont Jacques-Cartier et Champlain et le 375e de Montréal et le 150e du Canada nous ont approchés pour qu'on s'occupe de l'élément ou du volet créatif du projet. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de s'associer avec plusieurs autres studios de Montréal, donc des éclairagistes, d'autres compagnies multimédia, et puis une variété de gens. Tous les gens sont nommés ici. Donc, c'est les collaborateurs, et puis ça, c'est un des challenges qu'on avait, puis une des ambitions qu'on avait, c'est de faire ce projet-là sous un volet de collaboration, donc un genre de pont entre les différentes compagnies montréalaises, qui sont des amis, des collaborateurs. Et puis, dans le fond, ça ne simplifie pas le processus, mais je pense que ça l'enrichit beaucoup, le processus, puis le travail final à la fin aussi. Ça a été vraiment un bel échange avec les gens. Au début, j'avais honnêtement un petit peu peur. Je pense que tout le monde a dû se dire, OK, dans quoi qu'on s'embarque pour de vrai dans cette histoire-là, avec plein de différents gens qui ont des différents angles, des différentes expertises, plein de différentes capacités et de compétences, et puis des opinions variées. Dans un contexte aussi quand même politique et complexe, mais ça s'est avéré d'être très productif et très collaboratif, puis tout le monde s'est rapidement aligné ensemble. Puis je pense que la collaboration a été fantastique avec toutes les équipes, la collaboration créative. Pour moi, elle a été très bonne. Je n'ai pas participé personnellement beaucoup, c'est une de mes équipes, puis les équipes de Moment Factory, puis de tous les collaborateurs. Mais j'étais surpris de voir ce niveau de collaboration-là, puis l'enlignement que les gens avaient, puis le support entre les gens. Ça a été une belle dynamique. Donc, il y a plusieurs différents défis, comme vous pouvez vous imaginer, sur un projet comme ça. Il y a des défis politiques, donc c'est un projet aussi de relations publiques, évidemment. Puis, quand on commence le projet, on se dit, OK, comment est-ce que les gens vont vivre le projet? Comment est-ce que les gens vont, dans le fond, l'expérience des citoyens va se passer comment? Il y a des gens qui se promènent sur le pont. C'est une architecture ou un outil, dans le fond, de transport. Et puis aussi, à un certain point, il y a des expériences donc, dans le tissu urbain, de l'impact que ça a dans le tissu urbain. Donc, ça, c'est tout un enjeu puis un défi de comprendre ça pour donner la création en fonction de l'impact que ça a, puis la perception que les gens ont, surtout dans un projet public comme ça. On ne voit pas le pont tous les jours. Il y a des gens qui le voient tous les jours. Il y a des gens qui le voient très rarement ou jamais. Donc, il y a plusieurs différents éléments à ce niveau-là qui sont importants de garder en tête parce qu'une grande partie, c'est fait pour la population de Montréal. Et puis, évidemment, c'est l'icône ou une icône de la ville de Montréal qu'on a eu l'opportunité d'enrichir ou d'évoluer ou de
mettre en lumière, dans le fond. Et puis, ça, c'est un défi aussi de se dire okay, jusqu'à quel niveau on veut aller, puis pour pas que ça devienne justement de la pollution, pour que ça puisse raconter quelque chose, que ça puisse être un élément qui enrichit le tissu urbain, le skyline de la ville, mais qui ne vienne pas le polluer. Donc, c'est quand même... On est encore en train de réenligner le tir à certains niveaux, puis c'est un élément que je vais vous parler plus tard. Les autres défis, c'est la sécurité, évidemment. Il ne faut pas qu'il y ait des lumières dans les visages des automobilistes pour créer des accidents, etc. Donc, il y a plein de défis techniques qui viennent avec ça aussi, d'opération et de maintenance des équipements et de longueur de vie des équipements, d'opération des systèmes et tout, qui sont extrêmement complexes. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Le processus créatif aussi, ça a été quand même toutes des étapes et des processus. Donc, ça aussi, c'est un défi qui est quand même très important. L'installation d'un projet comme ça, c'est quelque chose aussi qui est un grand défi dans le sens que il y avait des gens de Pomerleau qui étaient sur le pont l'hiver, en train d'installer pendant tout l'hiver à moins 30 à l'extérieur, en haut du pont, avec des outils pour installer, donc le jour et nuit. Donc, ça a été vraiment au Québec, installer ça, ces affaires-là, l'hiver, c'est des grands défis. Donc, c'est très complexe. Ensuite, il y avait des objectifs quand même assez précis qu'on s'est donnés. Évidemment, de créer l'icône, comme je disais tantôt, que ça devienne une icône pour Montréal, une icône pour les citoyens aussi, donc d'avoir une relation entre les citoyens puis le pont, ce qui est encore dans le processus d'évolution à ce niveau-là. Donc, il y a plusieurs différents niveaux aussi au système d'éclairage qui a été développé. Il y a les piliers que vous voyez en bas. Et puis ensuite, il y a deux éléments au centre qui sont le cœur. Donc, c'est comme une diffusion d'éclairage à l'intérieur du pont. Et puis, la peau qu'on appelle, c'est plus les lignes graphiques à l'extérieur. Puis ces deux éléments-là qui jouent ensemble font... dans le fond, l'effet qu'on a. Et puis ensuite, il y a les tourelles en haut qui sont un peu comme les phares qui sont tout au haut du pont. Et puis, le jeu se passe, dans le fond, avec ces différents outils-là. Et puis ensuite, on a développé un système qui est un système intelligent. Donc, ça prend des données. Ça prend des données de différents types de data, donc la météo, les médias sociaux, le trafic et le mouvement et l'occupation de la ville. Et puis, ça les transforme en images, en lumière ou en icônes. On a développé un genre de langage graphique qui s'applique pour différents temps de la journée dans une programmation qui s'étend à travers l'année, puis qui s'étend aussi sur 24 heures, bien sur les heures d'ouverture. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'astronomiquement, à tous les jours, au coucher du soleil, il y a l'éveil du pont. Donc, c'est une chorégraphie d'éclairage qui s'éveille exactement au coucher du soleil. Et puis, donc, évidemment, ça change. Toute l'année, ça change. L'hiver, c'est plus tôt. L'été, c'est plus tard. Et puis, donc, on prend le data de ces heures-là, puis ça l'active automatiquement, le système. Et puis, ensuite, on prend des éléments de la météo, du trafic, de l'activation dans la journée. C'est des événements spéciaux, etc. Puis, on a bâti un langage d'icônes. Par exemple, s'il y a plu, il y a des lignes de lumière qui descendent un petit peu comme en angle perpendiculaire. Et puis, s'il neige, c'est comme des genres de flocons qui descendent. Donc, s'il y a fait de soleil, c'est différent que s'il faisait nuageux dans la ville. Donc, ces différents éléments-là sont générés automatiquement à partir d'un code qui génère une esthétique ou un graphisme de lumière sur le pont. Donc, ensuite, il y a les saisons. Donc, à l'intérieur, dans le cœur, dans la diffusion d'éclairage dans le centre, dans le cœur, on passe à travers le cycle des saisons. Donc, l'été, c'est rouge, l'automne, c'est orange, l'hiver, c'est bleu, le printemps, c'est vert. Puis, on cycle à travers toutes ces couleurs-là. Graduellement, tous les jours, ça change. Donc, c'est un peu comme si le pont est vivant. Donc, il répond, dans le fond, au mouvement des saisons. Comme les saisons, c'est un élément important à Montréal. On pensait que c'était un élément conceptuel qui pourrait venir connecter le pont avec son environnement. Ensuite, entre les différents spectacles qui se passent à toutes les heures, les gens, s'ils envoient des tweets, dans le fond, si on envoie un hashtag Montréal, ça fait des lignes blanches sur le pont. Si on envoie des hashtags pont, ça fait des lignes blanches sur le pont. Donc, c'est activé par les gens qui
le trafic des médias sociaux à l'intérieur de la ville de Montréal ou à travers le monde. Dans le fond, s'il envoie des hashtags, ça s'élimine. Donc, il y a vraiment un autre niveau de connexion avec le dialogue qui se passe au niveau des médias sociaux. Ensuite, il y a un spectacle à toutes les heures. Donc, c'est un spectacle qui résume encore un peu la journée à travers les différents datas qu'on reçoit. Et puis, il y a un spectacle à minuit. Et puis là, présentement, on est en train de travailler sur un update du projet. Où est-ce que, au début, quand on a commencé le projet, une de nos craintes, c'était que ce soit trop occupé, trop loud, trop busy, trop intense. Puis on voulait s'assurer que ce ne soit pas genre déconnecté du langage urbain, puis que ça vienne jurer au paysage. Puis là, on est en train de réadapter l'intensité lumineuse et aussi l'intensité du mouvement. Donc, on va se faire un spectacle aux 15 minutes versus à toutes les heures, parce qu'on voit aussi comme c'est pas des gens qui le voient tout le temps, c'est pas toujours quelque chose que tu peux toujours voir. Donc, quand tu te pointes pour aller le voir, puis il n'y a rien qui se passe pendant une heure où c'est plus ambiant, les gens ils ont le goût de voir des éléments qui sont plus actifs. Donc, on va recalibrer l'intensité. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que ça devient à un certain point un outil pour Montréal. Ça devient un outil pour les créateurs de Montréal de participer justement comme emblème de la ville. Puis, dans le fond, il y a plein de possibilités et puis il y a plein de potentiel avec le projet. Puis, on est comme au début d'explorer ce que ça peut faire et puis de voir comment est-ce que les citoyens réagissent, comment est-ce que le pont réagit, qu'est-ce que ça peut nous donner comme icône pour la ville. Donc, je vois ça comme un début, dans le fond, de projet. Puis, j'espère qu'on va pouvoir, à travers les prochaines années, garder la bonne collaboration avec toute l'équipe de création des différentes compagnies avec lesquelles on a travaillé, mais aussi avec d'autres gens peut-être qui vont venir participer au développement des différents contenus sur ce beau canevas qui a été créé. Merci. Merci, Sachin. C'est sûr que le pont, on parle du pont Jacques-Cartier, n'est-ce pas? Il y a quand même 26 ponts ici. Là. Et il y en a un autre qui s'en vient qui va certainement poser des défis de cet ordre-là, le pont Champlain, là, parce que ça se veut être une réalisation à l'échelle, à la dignité du Saint-Laurent. Intéressant, le cadre politique. D'ailleurs, une des questions, c'est une œuvre d'art qu'on a créée avec ça. Qui décide? Parce qu'il y a peut-être des endroits qui aimeraient bien avoir le bouton dans leur bureau. Là, je ne peux pas parler d'un modèle washingtonien, là, mais ça peut arriver à Montréal aussi. Alors, on en discutera de ça tantôt parce qu'on a créé un endroit, mais aussi vous avez travaillé sur des foisonnements dans les quartiers à une plus petite échelle. Est-ce qu'à l'échelle des quartiers, ce genre d'expérience peut trouver une résonance? On garde des questions pour la période d'échange tantôt. Josiane, peut-être, pourrait compléter. Hein? Non pas qu'il y ait des lacunes dans les présentations précédentes, mais ça ferait un tour de table très diversifié. Merci. Josiane Poirier. Bonsoir, merci à tous d'être là. Dans le cadre de cette présentation qui est assez brève, hein, il faut le dire, moi, ce que j'aimerais faire, c'est aller voir en premier lieu ce qui se déroule ailleurs qu'à Montréal, plus particulièrement à Lyon. Lyon est considérée comme une ville assez pionnière dans la mise en lumière de l'espace urbain. Et je crois que cet exemple-là pourra nous aider à réfléchir puis à discuter après nos présentations. Et puis ensuite, je vais revenir à Montréal, discuter un peu du type de valeurs qui s'expriment dans le paysage lumineux qu'on est en train de mettre en place. Donc, Lyon. Lyon, on connaît cette ville notamment dans sa pratique de la lumière pour la Fête des Lumières. Donc, la Fête des Lumières, c'est un festival qui se déroule sur 4 jours à tous les ans, depuis la fin des années 90 environ. Et donc, pendant cette période, on a, pour les grosses années, là, presque une centaine d'interventions dans l'espace urbain. On a des projections vidéo monumentales, du mapping, d'éclairage architectural, des objets lumineux. Donc, vraiment, tout l'espace de la ville est occupé par des interventions lumineuses. Et cette tradition de festivités lumineuses remonte au 19e siècle, plus précisément en 1852.
Malheureusement, je manque de temps pour vous raconter cette histoire, mais ce qu'il faut dire, donc, c'est qu'on a ancré des politiques urbaines d'image actuelles en référant à cette histoire, à cette mythologie locale. Cette anecdote de 1852 qui nous permet d'affirmer, par exemple, que la lumière est dans l'ADN de la ville de Lyon. Donc, on va vraiment chercher à créer l'identité de la ville autour de ce petit moment historique. Outre ce volet événementiel qui a lieu donc toujours autour du 8 décembre à tous les ans, Lyon a été une des premières villes à adopter un plan lumière en 1989. On va souvent dire que c'est le premier plan lumière, mais c'est difficile à vérifier, donc moi je préfère parler d'un des premiers plans lumière. Et donc c'est un plan lumière qui est adopté alors que c'est Michel Noir qui est à la mairie. Et ça fait partie d'un plan de revitalisation urbaine qui est beaucoup plus large. On n'axe pas seulement sur la lumière. On adopte au même moment un plan bleu qui vise la revalorisation des rives de la Saône et du Rhône et un plan vert qui vise la revalorisation des espaces naturels en ville. Donc, c'est vraiment un projet qui déborde uniquement la mise en lumière de la ville. Mais ce qu'on affirme très clairement à ce moment-là, c'est que la lumière va devenir un élément identitaire fort de la ville de Lyon. On va fonder l'attractivité de la ville sur la mise en lumière. Et ça, c'est assez important comme geste politique. En 2005, peut-être juste préciser, à ce moment-là, cela dit, les mises en lumière se concentrent surtout au centre-ville et on va mettre en lumière surtout les ponts et les bâtiments patrimoniaux, l'hôtel de ville, la basilique de Fourvière, tout ça. En 2005, deuxième plan lumière, parce qu'on veut adapter les pratiques. On a aussi un changement de partie à l'hôtel de ville, donc on veut se distinguer de ce qui se faisait avant. Et là, on va étendre la réflexion à l'ensemble du territoire urbain. On se dit, c'est pas uniquement le centre-ville qui devrait être éclairé, c'est l'ensemble des quartiers. Et la réflexion, là, va porter aussi sur la mise en lumière des rues, des places publiques. On va essayer de donner une identité lumineuse différente pour chacun des quartiers. Donc, on a un plan lumière pour l'ensemble de la ville et des schémas directeurs pour les différents quartiers. On intègre aussi un élément de développement durable à ce moment-là. On statue qu'on veut augmenter le nombre de points lumineux dans la ville, mais réduire l'empreinte, la consommation énergétique. Donc, on se donne comme objectif de revenir à la consommation énergétique de 1989 tout en augmentant le nombre de points lumineux. C'est un objectif qui a été atteint apparemment. Donc, à Lyon, on a un volet événementiel qui est très fort, mais au quotidien, à longueur d'année, tous les quartiers bénéficient d'une mise en lumière très particulière. À un point tel, cela dit, que certains vont décrier un surplus, un trop-plein de lumière. On a déjà entendu l'expression « un vomi lumineux ». Alors, ça pose des questions sur, à Montréal, pour le moment, on se situe plutôt au centre-ville de Montréal, mais est-ce qu'on veut étendre vraiment la réflexion à tous les quartiers ou pas? On pourra en discuter. Lyon aussi a fait un truc très particulier en 2002, c'est de fonder le réseau Lucie. C'est un réseau international de villes-lumière. Donc, Lyon fonde ce réseau, donc se positionne quand même en pionnière. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 70 villes réparties sur tous les continents qui sont membres de ce réseau. Donc, ce qu'on voit, ou là où je veux m'en aller, c'est que Montréal cherche à se distinguer notamment par ses pratiques de mise en lumière, mais en faisant comme beaucoup d'autres mondes, puisqu'il y a donc ces 70 villes qui se revendiquent d'un statut, d'un branding de ville-lumière à travers le monde. Montréal n'est pas affilié directement au réseau Lucie, mais par l'intermédiaire du partenariat du quartier des spectacles, on y est associé. Donc, à Montréal, on met en lumière de plus en plus le paysage urbain. C'est ce qui m'intéressait dans cette image, d'ailleurs, une image de Cité Mémoire. Je n'ai pas travaillé sur ce projet du tout. Donc, au premier plan, la façade du palais de justice qui est éclairée, mais aussi, surtout, on voit au loin les deux tours du complexe des Jardins qui maintenant sont éclairées en vert. Et plus loin, la place Ville-Marie, donc avec son fameux phare qui a été évoqué en introduction, mais également sa couronne là, lumineuse. Donc, on voit que le paysage se transforme rapidement. C'est vraiment dans les dernières années que ça a eu lieu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une des hypothèses, c'est qu'on en a parlé aussi, on essaie de s'affirmer comme une métropole culturelle, une ville créative, une ville intelligente. Et ce type de paysage, ce type d'image vient corroborer finalement ces discours qui ont assez peu de matérialité. Hein. Donc, quand on revendique qu'on est une ville créative, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut véhiculer cette idée-là? C'est pas évident. Ce type d'image est fait comme « Haha, bien sûr qu'on est une ville créative, regardez-moi ce paysage ».
Alors, on est dans une logique de distinction, de compétitivité entre les villes où on essaie de se distinguer, mais en reproduisant des stratégies qui sont également utilisées ailleurs. Pour conclure, on a parlé là, dans nos 3 présentations d'enjeux technologiques, esthétiques, sécuritaires. Je voudrais terminer sur un enjeu économique, voire politique, pas tant au niveau de ce que coûte ce type d'infrastructure, c'est pas ce qui m'intéresse, mais en termes de consommation de l'espace urbain. Évidemment, puis ça aussi, on a commencé à en parler un peu, quand on illumine la ville de la sorte, ce qu'on fait, évidemment, c'est qu'on étend la période d'animation urbaine. Ça a des avantages, par exemple, pour le tourisme, parce qu'on peut imaginer qu'un touriste va peut-être dormir une nuit de plus à Montréal parce qu'il veut avoir le temps de profiter de ces différentes installations lumineuses. Mais ce que ça génère aussi, c'est une sollicitation constante et une animation constante qui, comme citoyen, je crois, on est en droit de questionner. C'est un peu comme si on avait peur qu'on s'ennuie, hein? On a peur qu'il ne se déroule rien, il faut qu'il y ait une projection un peu partout. Cité Mémoire, donc ça, c'est le tableau principal, mais maintenant, il y a près d'une 30aine de tableaux répartis dans le Vieux-Montréal en allant jusqu'au sud-ouest. On a le pont Jacques-Cartier, on a les différents édifices, on a le Mont-Royal dorénavant, qui a fait aussi l'objet d'interventions, par exemple, l'hiver dernier avec une intervention de Marc Séguin. Donc, il faut toujours qu'il se passe quelque chose. Et moi, j'aurais envie de conclure sur une revendication là, du droit à s'ennuyer un peu dans l'espace urbain, de pouvoir marcher en rêvassant sans être constamment stimulé. Et en plus, ces projections, souvent, on peut interagir avec notre téléphone intelligent, tout ça, puis peut-être le droit à s'ennuyer puis à rien faire dans l'espace urbain et surtout peut-être pas toujours être en train de produire des données. Voilà. Bon, merci bien. On va peut-être se retrouver dans ces fauteuils pour être exposés aux questions du public, s'il vous plaît. Alors, je tiens à dire pour le public, il y aura captation des échanges maintenant, donc on essaye toujours de s'en tenir à sujet, verbe, complément d'objet direct, un vocabulaire sympathique. En tous les cas, il n'y a pas un code vestimentaire non plus. Non. On y va. Ça va? Alors, merci Josiane pour cet exposé. C'est sûr que le droit de s'ennuyer, peut-être qu'on devrait introduire ça dans les droits fondamentaux de la personne humaine, là, mais c'est sûr qu'on... Mais je ne sais pas, toi, tu as posé 2 questions. Simple. Faut-il un plan ou est-ce que c'est l'accumulation? Toi, tu n'osais pas poser de questions à la fin, là, c'est sûr. Mais je suis sûr que tu t'en poses maintenant. Plein de questions. Plein de questions. Si tu voulais rajouter une question, qu'est-ce que tu mettrais? Ben, moi, je suis pas nécessairement contre ou pour pour moi, c'est plus une question de si c'est bien intégré et puis c'est valorisant pour la ville. Des fois, je trouve que la façon que c'est fait ou l'exploration, ça devient un peu comme une genre de tapisserie qui n'est pas nécessairement valorisante pour la ville. Et puis, la question que moi je me pose, c'est est-ce que c'est un outil intéressant pour les créateurs? Est-ce que c'est valorisant puis c'est quelque chose qui va devenir une plateforme? Et puis, en même temps, est-ce que ça fonctionne bien pour les villes, pour vrai? Toi, Connor, est-ce qu'on... Je réponds à la question. Ça va-tu ensemble? Je trouve ça intéressant, la notion d'une plateforme pour les créateurs. J'avais mentionné tantôt les plateformes médiatiques, puis ma peur que le contenu médiatique sur ces plateformes-là serait médiocre. Ce n'est pas nécessairement le cas. Mais ça pose la question de qui va le créer, puis c'est quoi le contenu. Et pour prendre un petit recul, une de mes grandes questions, c'était pas nécessairement, si on pense d'objets, comment est-ce que ça peut introduire du média intéressant, du contenu intéressant, mais plutôt comment cet objet, dans le grand contexte, s'insère. Donc, je ne sais pas si c'est le temps de poser des questions, mais Dino, tu avais tantôt mentionné le pont Champlain. Alors, en termes d'icône,
le pont Jacques-Cartier va nécessairement avoir une interaction avec le nouveau pont Champlain. Alors, on peut se demander, est-ce que l'interaction se passe au niveau d'une icône? Est-ce que ça se passe au niveau du contenu médiatique? Est-ce que ça se passe avec une interaction de la ville? Ou est-ce que la ville prend second plan dans le paysage? Il y a toutes sortes de questions comme ça qui sont beaucoup plus compliquées à gérer que, par exemple, si on décide de se construire un nouveau hôtel de ville ou un bâtiment qui va prendre 10 ans à construire, qui va passer à travers différentes communautés. Un hôpital, par exemple. Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu ou posé une autre question. Mais... Non, c'est un échange ici. Là. Mais tu parles du pont Champlain, pont Jacques-Cartier. Entre les deux, et Josiane t'a parlé des paysages. Il y a le Vieux-Montréal, Plan Lumière, 1999. Donc, 10 ans 96. Après. Oui, mais c'est le document, l'adoption au comité exécutif, c'est 99. Enfin, donc, tu sais, c'est quelques années après le Lyon, finalement. Il y avait à l'époque un jumelage assez fort entre Montréal et Lyon. Mais les échelles, parce que Pont-Champlain, Pont-Jacques-Cartier, on a à peu quoi? On a 5 km entre les deux, là. Le Vieux-Montréal, c'est 1,5 km. Puis il y a la célèbre enseigne Five Rose. Est-ce qu'on doit avoir un plan pour tout? Qu'est-ce qu'on pense de ça? Ben, moi, si je peux me lancer, je crois que le plan d'ensemble est intéressant. À Lyon, effectivement, on sent qu'ils ont pensé la mise en valeur de certains éléments dans le paysage qui ont été estimés importants pour la collectivité. Puis à Montréal, je ne veux pas absolument prendre une tête de Turc parce qu'ils ne sont pas là, mais je considère qu'on est vraiment mal pris avec les 2 tours du complexe des Jardins qui sont illuminées en vert comme ça, qui est un symbole du pouvoir économique qui s'affirme dans le paysage comme bon lui semble. Desjardins sont supposés être une caisse d'économie solidaire, là, plus ou moins à gauche, mais ça reste un pouvoir économique qui vient s'affirmer en plein milieu. Et on a beau avoir des créateurs qui feront bien leur travail pour les ponts, on a ces 2 comme concombres lumineux. Et puis... qui ne sont pas masqués. Hein. Et j'ai l'impression qu'il faudrait se doter d'outils, en tout cas, pour pouvoir encadrer ce type d'intervention. Si je peux ajouter quelque chose à ça, effectivement, le Tour des Jardins représente la puissance économique du mouvement des Jardins. Mais si on prend un regard en arrière, on a les tours de la Bourse, Place Victoria, par Luigi Nervi. Oui. Et même dans sa conception, les tours étaient illuminés dans toutes les perspectives que j'ai vues, oui. Ont une certaine éclairage, un peu comme genre Hugh Ferris, vraiment comme héroïque, oui, énorme. Oui, oui, oui. Et quand les tours étaient éclairés, parce que maintenant ils sont un peu désuets, je crois que c'est un problème de façade, je ne sais pas exactement, mais on avait cet effet, ce que j'appelle sky blob, l'anneau lumineux qui flotte au-dessus. Oui, oui. Maintenant, c'est Batman, c'est pour appeler Batman. Puis je crois que c'était accepté qu'il y avait ce monument-là, on avait le tour Place Funari, puis on ajoute à ça une sky blob vert. Mais personne n'a jamais questionné la place de Place Funari ou la place de le Tour de la Bourse. Oui. Juste un autre ajout, le Tour de la Bourse et l'éclairage de la Tour de la Bourse, c'était quelque chose qui était conçu intimement avec la conception du bâtiment. Ce n'était pas quelque chose qui était ajouté après. Alors, est-ce qu'on peut se poser, par exemple, est-ce qu'un bâtiment devrait être éclairé? Est-ce que c'est compatible avec la vision de ce bâtiment? Donc, est-ce qu'on doit imaginer dans les plans et devis l'éclairage aussi? Effectivement, oui. Hein? Il y a certainement des recherches à faire sur les dessins de présentation des projets. Hein? Il y a combien de projets de condos, de tours à bureaux qui sont le jour, la nuit, avec des oiseaux, des vols de bernache? Et maintenant, on commence à mettre le crépuscule, hein, finalement, l'heure dans la présentation. Mais je pense, tu sais, s'il y a un plan de lumière, parce que revenons à cette idée de plan, pourquoi? Parce qu'on a une idée secrète, hein, le musée McCord et nous, c'est que l'an prochain, on met à jour le plan d'urbanisme de Montréal. Alors, malheureusement, c'est capté, donc ce n'est plus une idée secrète. Mais est-ce qu'il y a une part dans on sait que la Ville a des nouveaux pouvoirs pour, je ne sais pas, réglementer l'heure des bars. Mais ça veut dire que la nuit commence à apparaître d'une autre façon dans la gestion, dans l'identité. Et peut-être qu'il y a une place dans le plan d'urbanisme pour un plan lumière à l'échelle du centre-ville, parce que le plan lumière dans le Vieux-Montréal, il a été réalisé. En général, ça a été un gros travail de collaboration avec les propriétaires, avec le ministère, avec la Ville et tout ça. Et ça a été fait avec une vision d'ensemble.
Et c'est assez réussi, mais c'est à l'échelle du Vieux-Montréal. Est-ce qu'on est capable de réaliser ça dans le centre-ville, qui est une autre paire de manches? Mais est-ce qu'on le veut? Parce qu'il y a peut-être le droit de s'ennuyer, c'est aussi le droit de ne pas tout ordonner. Là. Tout ne peut pas être la rue de Rivoli. Là. Hein? Est-ce qu'on... On va intervenir bientôt. N'ayant pas excluant la personne qui parle. Peut-être un dernier point sur ça. Planifier. Toi, la pensée derrière l'expérience du pont, c'est d'offrir un espace aux créateurs dans un espace qui est un espace civique. Parce que ça a été dit, ce n'est pas juste un laboratoire, c'est l'emblème pour tout le monde. Comment est-ce qu'on aime l'idée d'un plan où on veut peut-être avoir une concertation des initiatives créatives? Il ne faut pas oublier que le silo numéro 5, là, In situ, a fait des projections en 1996 dans le Faubourg. Là-dessus, c'était très préhistorique. Là, c'était avec des locomotives qui projetaient. Mais comment est-ce qu'on voit... Là, mais moi, je pense qu'un plan, ça fait du sens, c'est intéressant. Puis ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'éclairage à cause qu'il y a un plan, ou c'est peut-être juste une meilleure coordination, ou que ce soit plus intégré. Certains quartiers qui sont plus, je dirais, industriels ou commercial ou entertainment, tu peux avoir plus de lumière. Puis certains quartiers qui sont plus résidentiels ont peut-être moins besoin de ce genre d'installation-là. Mais je pense qu'une coordination derrière ou un effort pour comprendre un peu l'impact et puis l'intention ou l'appétit des citoyens et des gens qui y vivent, qui y travaillent, je pense que ça serait important. Oui, parce que la lumière, comme le son traverse le fleuve, il faudrait peut-être mettre Saint-Lambert autour de la table aussi. Peut-être, oui. Est-ce que Josiane, voulais-tu... Non, moi, je me sens assez à l'aise qu'on ouvre à la salle. Il y a des gens qui ont l'air d'avoir envie de... Alors, on va prendre un des micros, peut-être Josiane ou Sachin. Enfin, et on va se partager là, parce qu'on veut quand même que les questions, les interventions... And don't be afraid to... when it was said you can use any of 2 languages, there are 200 languages spoken in Montreal. We're, of course, speaking of French and English as a convention. Qui veut intervenir? Qui est-ce qui a réclamé le droit démocratique? Ben voilà. Alors, c'est ça. À vous l'honneur. Non, il faut un micro. Là. Pour l'enregistrement, je crois. C'est ça. Bonjour. Alors, Bonsoir. Je m'appelle Gilles Arpin. Moi, j'ai fait pas mal de plans lumière et de schémas d'aménagement, et je pense que c'est différents éléments qui s'appliquent à un objet urbain. Le schéma, c'est plus administratif. Ça a un horizon de 20-25 ans. Ça détermine les quartiers, quel genre d'intervention on va faire, les lieux commerciaux, les cités diverses, religieuses, administratives, les cités financières. Alors que le plan lumière, ça s'adresse aux quartiers, par quartier. Et à Montréal, il n'y a pas seulement le plan lumière du Vieux-Montréal, il y a le plan lumière du quartier international, il y a le plan lumière du quartier des spectacles, il y a un plan de branding par la lumière dans le quartier des spectacles. Donc, beaucoup de gens fonctionnent de cette manière-là. Au niveau des interventions, moi, je pense qu'il y a 3 niveaux. Là, j'essaie d'être rapide, mais il y a 3 niveaux d'intervention, au fond. Il y a l'aspect, quand on éclaire les bâtiments, ou qu'on propose des éclairages de bâtiments, il y a l'aspect, la proximité des gens, c'est-à-dire, au fond, le premier étage jusqu'à l'entablement d'un bâtiment. Il y a la flèche ou non du bâtiment et le fait. Donc, tout ça, ça participe de différentes perceptions de la ville. Et au fond, ce que Mme disait, moi, je trouve que c'est essentiel de réfléchir à la manière dont on peut accompagner les gens sans arrêt. Parce que la lumière, ça peut ne pas être distrayant. Ça peut aussi seulement accompagner les gens. Dans une rue commerciale, par exemple, le fait que les vitrines soient allumées, même quand les commerces sont fermés, ça sécurise la déambulation. Donc, de la même manière, dans d'autres endroits, on peut se servir des façades pour sécuriser la déambulation dans des quartiers. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que depuis longtemps, et ça, c'est Lam Branston. Lam, c'est le premier gars qui a fait un plan, pas un plan, mais une politique lumière à Montréal. La référence pour la luminance, c'est, si vous voulez, c'est la lumière qu'on perçoit. Non pas la lumière qu'on projette, mais ce qu'on perçoit. Donc, si on parle du pont Jean-Cartier, par exemple, ou de bien des projets à Montréal, la principale valeur, ça devrait être la luminance de la Lune. Au fond, on devrait s'arranger pour jamais être plus brillant que la Lune. Et à ce moment-là, en général, c'est acceptable pour la majorité des gens. Je vais m'arrêter là. Quelle phrase poétique pour terminer. Parce que je craignais que vous nous introduisiez dans des tableaux, des graphiques et des couleurs chaleureuses, dans des degrés Kelvin. Là. Comme la luminance de la Lune?
Oui. Hein? Non, j'ai beaucoup apprécié l'image que Gilles avait soulevée, la lumière de la Lune. Puis un des points que je n'avais pas mentionné, c'est vraiment cette notion de contraste. Puis sans les ombres, on n'a pas de lumière. Donc, question de, est-ce qu'il y a une barème comme la Lune où les luminances, c'est vraiment important d'établir des zones de noirceur pour bien apercevoir les zones qui sont illuminées? Est-ce qu'on doit faire un ciel noir pour avoir un plan lumière? Hein, c'est une vraie question, là, parce que... Oui, malheureusement, on reproche aux éclairagistes le ciel noir, mais il y a d'autres valeurs qui devraient être prises en compte. Par exemple, l'asphalte, qui est noir, mais réfléchissant. Le béton, qui est blanc, mais diffusant. Alors, si on travaille les surfaces en béton... On va avoir un prochain échange sur le béton. Le prochain cycle, on vous promet ça. Peut-être ici. Ah, madame, oui. Alors, Sylvie Tremblay, j'ai été la coordonnatrice du plan Lumière du Vieux-Montréal de 1995 à 2004, comme 2005. Alors, le plan Lumière, l'étude 1995, donc tout de suite adoptée par la Ville avec son premier projet pilote, la rue Saint-Paul. Donc, ça, c'est un petit phénomène historique. Je pense que c'est essentiel d'avoir des plans Lumière, justement pour pouvoir définir quel paysage on veut la nuit. Parce qu'on ne perçoit pas la nuit la même chose que le jour. Le jour, tout est illuminé de la même façon avec le soleil. Alors que la nuit, avec un plan lumière, on sélectionne qu'est-ce qui nous semble le plus intéressant d'un point de vue public pour finalement devenir le paysage qui accompagne le promeneur. Donc, dans le Vieux-Montréal, ça nous a semblé absolument essentiel de créer ce paysage-là. Et pour que ça fonctionne, il faut de la noirceur. Donc, il faut laisser certaines rues avec des bâtiments dans la noirceur pour qu'on puisse profiter qu'il y en ait quelques-uns qui soient illuminés. Si on illumine tout le monde, bien, il n'y a plus de raison d'être d'avoir un paysage nocturne. C'est comme le jour. Donc, ça, c'était la première question. Oui, je pense qu'il faut un plan lumière. Puis je pense que oui, pour le centre-ville, ce serait intéressant d'en avoir un. Et je veux aussi répondre à votre question. Est-ce qu'on a le droit aussi de s'ennuyer sur certaines rues? Pour moi, ça va avec. La rue Sainte-Catherine, elle est depuis ses tout débuts une rue qui a eu énormément de lumière par tous les néons qu'il y a eu pendant des années. Donc, si on avait à faire un plan lumière dans le centre-ville, la rue Sainte-Catherine me semble un endroit propice pour ça. Et c'est déjà ce qui fonctionne à la fois au square Émilie-Gamelin, dans le quartier des spectacles et un peu au centre-ville. Il y a déjà là des trames de lumière intéressantes. Mais oui, on va à un moment donné trop loin. Moi, j'habite à côté de la rue Sainte-Catherine. Donc, oui, j'aimerais qu'on ait droit à la tranquillité et que l'animation ne soit pas perçue partout de façon égale. Que les citoyens et les résidents, on puisse avoir des zones un peu plus tranquilles par moment. Alors, comment formuleriez-vous ça sous forme d'une question aux panélistes? Okay. On va se donner un petit quiz entre nous ici. Alors, je dirais, vous autres qui êtes des spécialistes, quels seraient les objets lumineux que vous aimeriez voir dans le paysage nocturne du centre-ville? On a vu que les cocombes ne fonctionnaient pas. Donc, quelles sont, d'après vous, les icônes montréalais au centre-ville qui devraient être soulignées? Et quelles sont les zones où on devrait laisser un peu plus les résidents tranquilles? C'est une question claire. On exclut les concombres. Donc, on exclut le mouvement des jardins, ce qui est invraisemblable quand même. Bon, ici, on a la Pinte de lait qui est proposée. Est-ce qu'on peut faire pivoter le centre-ville autour? On a déjà la place Ville-Marie. Hein? Peut-être, peux-tu passer? Est-ce que je peux complexifier la question? Parce que dans le fond, là, on prend pour acquis qu'on aurait un objet qu'on viendrait mettre en lumière. Un réseau. Mais la lumière peut être en elle-même devenir une icône ou être... évidemment, il faut une surface. Là. La lumière ne se voit que si elle rencontre une surface. Mais il y a des icônes qu'on pourrait vouloir mettre en valeur. Mais effectivement, dans le quartier des spectacles, par exemple, on a beaucoup de façades en ce moment qui jouissent là, de projections vidéo monumentales. Et ce n'est pas forcément des façades qui ont des propriétés architecturales particulières. Mais on décide là, de créer une intervention. Donc, il y aurait quels éléments dans le paysage on veut mettre en valeur, mais on pourrait aussi imaginer créer de nouveaux éléments à partir de la lumière, là, sans qu'il y ait comme une caractéristique, un objet matériel au préalable intéressant, enfin. Donc, c'est d'abord avoir des bâtiments intéressants. On peut mettre en valeur des éléments intéressants, mais on peut aussi créer de l'intérêt uniquement avec la lumière et pas forcément avec un cadre bâti qui était intéressant auparavant.
Est-ce que oui, mais ça revient à la deuxième question de Kant, là, non, de Connor, qui est... je sais pas comment vous avez les deux, mais... qui est, est-ce que c'est l'accumulation qui fait le plan ou c'est le plan qui détermine ce qu'on pose? Parce que... Ben, tout ça peut être pris en compte par un plan lumière. Oui, puis on dit coordonner peut-être plus que de tout dessiner. C'est quoi les cycles de réinvention de tout ça? Le pont, c'est un cycle de plusieurs années. Plusieurs des expériences à Lyon, c'est un plan qui s'est installé. C'est quoi sa durée de vie? On a dit 89-2005, donc à peu près une génération. Mais c'est un plan pour réaliser des choses qui s'accumulent au fil du temps, là, parce qu'ils n'ont pas tout fait ça la première année. Non, effectivement, puis il se veut assez malléable. La deuxième version de 2005, bon, il y a un moment où il se questionnait est-ce qu'il y aurait lieu de créer un troisième plan lumière. Puis ce qu'on me disait, là, moi j'ai rencontré un peu des gens là-bas, c'est qu'ils s'apercevaient qu'à l'intérieur du deuxième plan lumière, en fait, il y avait une marge de manœuvre, puis qu'ils corrigent des choses, ils adaptent leurs pratiques avec l'évolution des technologies, avec des nouvelles préoccupations environnementales. Ils font beaucoup des partenariats aussi avec l'INSA, qui est une école de sociologie, où on va aller faire des entretiens avec les résidents des quartiers pour voir comment ils vivent le coloris qui a été choisi pour leur quartier, des tests de lumière sur demande aussi. Et tout ça, dans le fond, c'était pas écrit noir sur blanc dans le deuxième plan, mais par exemple, il y avait des idées qu'on voulait faire place à l'innovation. Donc, on se dit qu'on n'a pas besoin d'écrire un nouveau plan lumière, mais que dans la rubrique innovation, ben, il y a ces études sur le long terme, puis on adapte les pratiques en conséquence. Donc, le plan lumière n'est pas forcément un outil qui est très rigide, mais il permet de se donner des barèmes communs pour... Est-ce qu'il crée des obligations sur les propriétaires? On a parlé au début... le roi de France, là, c'est un personnage qui a fini à la lanterne, c'est ça qu'on comprend, d'une certaine façon, a obligé les propriétaires à éclairer la rue. Hein? Est-ce que ces expériences-là en Europe, c'est le domaine public, domaine privé, parce que finalement, ça a été possible, le cas du pont, parce qu'il y avait un grand propriétaire institutionnel qui a pu faire ça. Dans le Vieux-Montréal, c'est par une concertation. Certainement que ça... Ce que j'ennuie comme écho, c'est que ça a été assez minutieux puis méthodique. Mais à Lyon, comment ils font ça avec des propriétaires privés? À ma connaissance, mais là, si quelqu'un a une information contraire, n'hésitez pas. À ma connaissance, on se préoccupe surtout du domaine public. Mais chose certaine, c'est que Lyon, là, je vais utiliser le terme synergie. C'est-à-dire que les propriétaires privés ont aussi envie de faire partie. Il y a un pôle aussi de développement technologique qui s'est installé. Donc, ce n'est pas uniquement une volonté publique. Il y a un master en éclairage public qui a été développé. Il y a tous les grands fabricants là, de composantes de technologies lumineuses qui sont installés dans la région. Donc, ils ont vraiment réussi à créer quelque chose qui déborde l'intervention du public là, sur les voies, les places. Micro, tap, stop, micro. Non, un peu de discipline, là. Sinon, on éteint les lumières, là. Bon, mais juste prenez le micro pour le dire, ça nous aidera. Ça aidera tout le monde à l'entendre. Oui, OK. Oui, bonjour, je m'appelle Antoine Bonetto. J'œuvre aussi dans le design. Et la question est lancée, est-ce que ça prendra un plan? On dirait que tout le monde a déjà une réponse. Moi, j'en ai une. Moi, je pense que oui. Mais la question du plan, bon, moi, je suis plutôt un peu délinquant, rebelle. J'aime pas l'idée d'avoir à demander des permissions, puis je trouve qu'on a déjà beaucoup de permissions à demander. Fait que c'est certain qu'il y a un côté de moi qui se dit « Ah non, pas un autre permis. » Mais là, ce que je trouve intéressant avec l'éclairage, puis ce qu'on retrouve dans le ciel en ce moment de Montréal, c'est qu'on dirait que chacun se fait compétition, tu sais. Puis, Monsieur Moment Factory, il nous explique comment ils ont conçu l'éclairage du pont. Monsieur Bessette. Bessette, c'est son prénom, j'ai toujours la difficulté à dire, c'est pour ça que j'évite. Sakin. Sakin, OK. Alors, finalement, moi, la façon que je comprends comment fonctionne l'éclairage de ce pont-là, c'est comme une chorégraphie, cette affaire-là, tu sais. Puis, il est chanceux, il est assez autonome dans le ciel, fait qu'il peut se permettre de danser tout seul, tu sais. Mais là, on a plein de bâtiments à Montréal, puis de plus en plus vont être illuminés. Puis, j'ai l'impression que en plus du plan, de la permission qu'on devra demander pour éclairer, mais ça va prendre un chorégraphe pour faire en sorte que ces bâtiments-là, s'ils s'illuminent tous en même temps, peut-être qu'ils aient tous la même couleur, ou une fois de temps en temps, comme un arbre de Noël, parce que là, finalement, ça s'en va vraiment comme une courte pointe, une ceinture fléchée, quelque chose vraiment à l'image de Montréal et du Québec. Et puis, ça se fait vraiment... je trouve que c'est très symptomatique du temps. C'est chacun pour soi. Et
le plus devient le mieux. T'sais. Surtout avec l'avènement du DEL, là, on dirait que c'est plus c'est fort, mieux c'est. Mais là, ça devient très, très, très cacophonique. Bon. Donc, question. On veut un plan, mais on ne veut pas avoir demandé des permis pour être conforme au plan. Donc, c'est parfaitement humain. Là, oui, c'est ça. C'est ma contradiction à moi. Mais alors... Non, c'est correct. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Oui, c'est vrai aussi. Alors, donc, c'est ça. Est-ce que ça ne prendrait pas plutôt un chorégraphe? Oui. Alors, ça, c'est une bonne question, parce qu'en plus, on va se poser la question du territoire, parce que là, le Vieux-Montréal, c'est facile, il y a un statut depuis 1964, c'est comme le Vieux-Lyon, c'est les canons, c'est traité, mais le centre-ville, on voit qu'il y a des difficultés, mais quand on va rentrer dans les quartiers où on est très proche de l'habitat privé, alors comment le chorégraphe, vous avez agi comme chorégraphe? Je pense que c'est une autre approche complètement, un peu comme Gilles disait, c'est des différents quartiers ont différents besoins. Je pense que le côté chorégraphie urbaine, skyline, je dirais, ça fait penser à Hong Kong. T'sais, à Hong Kong, ils font ça. Et puis, il y a comme un chaos d'édifices qui donne un peu l'identité de Hong Kong. C'est un peu comme Fremont Street à Vegas. Il y a une identité, c'est pas parce que c'est slick aussi. Il y a une esthétique. C'est parce qu'il y a un chaos de toutes sortes d'affaires, mais ça crée quand même une identité qui est unique à cette place-là. Puis c'est ça qui fait qu'il attire les gens à un moment donné, c'est l'overload. Et puis à Hong Kong, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait aussi un spectacle justement qui chorégraphie tous les différents édifices. Et puis ils ont fait un appel d'offres dernièrement pour venir renouveler un peu tout ça. Mais évidemment, la négociation entre chaque personne, puis le système qu'ils utilisent, puis tous les éléments, complexifie énormément la réalité de chorégraphier quelque chose qui se tient, puis quelque chose qui est beau, puis quelque chose qui fonctionne. J'étais là dernièrement, puis je regardais ça, j'étais là, ouais. Tu sais, à un moment donné, il y a une ligne là, puis là, il y a une affaire là-bas, puis tu n'as pas vraiment de musique, puis tu comprends pas vraiment ce qui se passe. Puis il y a des angles de vue aussi qui fonctionnent bien pour ces genres de chorégraphie-là. Donc, tu sais, d'une place, tu vois juste un bout, d'une autre place, tu vois l'autre bout. Et puis, tu sais, je pense que l'idée de chorégraphier ça fonctionne pour certaines villes, comme Hong Kong, parce que il y a un angle de vue qui est assez épique d'un côté, puis ça crée tout un genre de postcard là, de la ville. Mais l'exécution est extrêmement difficile à cause de la réalité de négocier avec tous les propriétaires, puis les permis qu'ils ont, puis tous ces éléments-là complexifient énormément la réalisation de quelque chose qui se tient, puis qui est au niveau des attentes. Ça marche bien sur une carte postale, là, et quand ça commence à bouger, tu te dis, ouais, OK, ça se tient-tu vraiment? T'sais? Mais je pense que de plus en plus, la technologie, puis la synchronisation des éléments rendrait possible une chorégraphie de plus en plus réaliste. On peut connecter tout le monde par un serveur, finalement. Oui, mais non, ça se fait. Mais tu sais, je me demande, par exemple, est-ce que Montréal... Tu sais, Hong Kong, ça fait partie de l'identité de la ville, là, le overload de néon, mais je ne suis pas sûr que c'est Montréal. C'est comme Berlin-Ouest dans le temps. Mais peut-être quelque chose qui est plus ambiant, au moins synchronisé dans une esthétique comme chorégraphe, plus peut-être directeur artistique pour Montréal, tu sais, tandis que de flasher tous les édifices, peut-être pour le Nouvel An, là. Mais je ne suis pas sûr que c'est l'identité de Montréal. Je pense que ça fait partie aussi de l'icône de la ville, de l'identité de la ville, ces éléments-là. Puis présentement, Montréal, je ne le vois pas comme ça. C'est plus humain, Montréal, qu'électrique comme Hong Kong, comme identité. Oui. Mais ça pose une grande question. Hong Kong, c'est un cas particulier, puis Tokyo également, parce qu'il y a une certaine densité de projets qui donne cet effet... je ne sais pas le mot que vous avez utilisé, mais il y a une cohérence dans sa texture. Si on regarde, je crois que l'avion à Tokyo, ça prend comme 17 heures ou quelque chose du genre. Donc, j'ai regardé les 5 films de Aliens, suivis par Ghost in the Shell, suivi encore par Blade Runner dès que j'ai retourné. Bien prête pour... c'était brutal. Mais vraiment, je suis revenu avec quand je suis atterri à Montréal, je me demandais, est-ce que c'est par là qu'on se dirige? Puis encore là, je me suis dit, premièrement, est-ce qu'on a les moyens de concurrencer avec ça? Je me suis dit non. Donc, la question peut se poser, c'est quelle image qu'on veut chercher pour Montréal, et est-ce que ça devrait être bâti sur quelque chose qu'on a déjà, ou est-ce qu'il faut tout réinventer?
Et je ne crois pas qu'on a la densité de vraiment créer quelque chose, et je ne sais pas si on veut la densité de créer un paysage qui est vraiment uniformisé, éclairage, ou est-ce que c'est plutôt une approche qui dépend sur la noirceur et des points particuliers. J'ai aimé la question de Sylvie, si on peut retourner un peu en arrière, parce que je n'avais pas de réponse. La raison pour laquelle je n'avais pas de réponse, parce que je me suis tout de suite pensé, l'expérience de la ville et quel monument est-ce qu'on va éclairer, ça dépend de où est-ce que nous sommes. Est-ce qu'on se promène dans le Vieux-Montréal, puis on a des trottoirs de 3 pieds, puis on a des grands bâtiments à côté, ou est-ce qu'on est sur la rive sud, puis on voit la ville approchant... Donc, cette question de qu'est-ce qu'on éclaire dépend d'où on voit la ville, puis également d'où on vient de l'extérieur de la ville. Est-ce qu'on est en train de créer une image pour la ville, pour, tu avais dit, la ville de créateur? Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, mais comment est-ce qu'on invente ça? Ou est-ce que c'est une ville, est-ce que c'est une ville historique? Si on regarde tous les films qui sont tournés à Montréal, c'est un peu pastiche, mais ils viennent ici pour filmer les bâtiments, souvent, ou filmer les vieilles rues. Pour les crédits d'impôt. Pardon? Ou pour les crédits d'impôt. En tout cas, ça dépend du perspective, à la fois géographique, physique, et une perspective de d'où on vient et c'est quoi notre point de référence. C'est sûr que c'est quelque chose qui était très important dans la conception du pont, puis dans la réalisation de comment les citoyens vivent le pont. Et puis, les angles de vue pour le pont Jean-Cartier sont quand même restreints. Tu peux le voir de certaines places du Vieux-Montréal, tu peux le voir de l'île Sainte-Hélène, tu peux le voir de certains endroits beaucoup mieux que d'autres, mais on n'est pas dans une... Je sais pas, San Francisco, par exemple, il y a beaucoup plus de berges pour voir le pont. Il y a beaucoup plus d'édifices résidentiels autour. Donc, les gens vivent avec beaucoup plus à tous les jours. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui le voient beaucoup plus que d'autres, mais en général, c'est relativement rare que les gens le voient comme régulièrement. T'sais. Donc, c'est aussi fait partie du design et de l'expérience de dire, OK, quand on veut le voir, on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est pas juste là. Donc, la expectation des gens était quand même qu'il y ait quelque chose de plus dynamique. C'est pour ça qu'on le ramène un peu plus actif présentement. Mais d'où aussi l'intérêt de la traversée. Tellement indiscipliné. Non, excusez. Je sais que Gilles Arpince, qui est ici, qui parle, qui va être le bruit de fond pour la captation, parce que, évidemment, c'est une image, c'est une voix d'ambiance, mais c'est un des grands piliers de la question à Montréal. Mais on a une question qui vient de quelqu'un qui est vraiment dans un coin sombre de la pièce. Oui, bonsoir. Théo Chauviré, étudiant en design à Concordia. Ouais, je vais essayer de faire le tri un peu parce que j'ai comme un demi-milliard de questions en tête. Malheureusement, je pense qu'il faudra en garder pour la réception. C'est ça, après. je vais me limiter à une seule. Je trouvais intéressant quelques points qui étaient évoqués plutôt comme notamment les différentes distances entre les utilisateurs au niveau du sol, puis on monte, etc. Et donc, l'espèce de sectionnement de la ville à la verticale. Je me posais la question justement si un plan de lumière pouvait considérer d'autres facteurs que l'esthétique, la chorégraphie et le show-off, tout simplement, mais prendre aussi en considération du fonctionnalisme un peu comme au niveau de l'interaction au sol, la sécurité au niveau des piétons, mais aussi automobilistes, tout ce genre de choses-là. Est-ce que ça ferait partie du plan lumineux ou est-ce que c'est la responsabilité d'autre chose, de quelqu'un d'autre? Donc, non, c'est les gens qui répondent. C'est d'abord en avant. Là, vous ferez des questions privées après. Voilà. Josiane. Oui, tout ça peut et je dirais même doit être pris en compte là, par une planification de ce type-là. Donc, à la fois, oui, les enjeux esthétiques, mais de sécurité, consommation énergétique aussi. Hein, on n'en parle pas beaucoup, mais au-delà des enjeux esthétiques, oui, les DEL consomment peut-être moins que d'autres technologies d'éclairage précédentes, mais il demeure qu'elles consomment. Et tout ça est encadré par cet outil d'urbanisme qui serait le plan lumière.
j'en profite pendant que j'ai le micro. Il y a des, par rapport aux enjeux de consommation, il y a des pratiques qui se font de plus en plus. Par exemple, moi, j'ai vu ça à Eindhoven, aux Pays-Bas. C'est de l'éclairage sur demande. Donc, dans les quartiers résidentiels, on a des lampadaires, des réverbères qui fonctionnent, disons, à 30 %. Il y a un détecteur de mouvement. Donc, on a un niveau d'éclairage minimal pour que ce soit sécuritaire. Mais s'il y a un véhicule, un piéton, un chat qui traverse la rue, là, on monte à 60 ou 70 %, de sorte qu'on réduit la consommation ou dans des moments où on a moins besoin d'éclairage. Et puis ça, c'est des expériences, je pense, assez intéressantes. Par exemple, Montréal veut se revendiquer d'être une ville intelligente. Je crois qu'au-delà des gestes d'éclat, c'est le type d'avenue qu'il faudrait peut-être explorer. Mais tout ça, oui, sécurité, technologie, esthétique, c'est pris en compte par un plan lumière. C'est bien parce que ça fait un lien avec la faune. On sait que l'éclairage des villes est un enjeu environnemental très important, avec des milliards d'oiseaux qui meurent chaque année dans les villes, puis qui sont placés sur des grands tracés migratoires. Et les immeubles éblouissent les oiseaux. Enfin, je sais que c'est un autre sujet. Oui, mais c'est ça. Mais malheureusement, la pollution, on ne voit pas les oiseaux au pied des bâtiments. Sylvie Tremblay avait une question à poser. Non, je vais répondre. Je ne veux pas poser de questions. Je veux d'abord apporter des précisions. Si tu dis non, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Non, je vais apporter des précisions. Alors, d'abord, la question de monsieur là-bas, c'est pas nécessairement le plan lumière qui va gérer la question de la lumière, de la sécurité et autres. C'est beaucoup plus pris en compte dans la politique d'éclairage d'une ville. Et Montréal avait une politique en 1989. Vous aurez 2017 la nouvelle politique d'éclairage. Vous avez ici 4 personnes de l'équipe d'éclairage à la Ville de Montréal, à la direction des transports. Bon. Donc, direction des transports. Direction des transports, pas de l'urbanisme, des transports. C'est les transports qui s'occupent d'éclairage parce que c'est un volet effectivement de sécurité. Oui. Les déplacements sécuritaires, ça se fait aussi avec un éclairage. Et vous avez tout le programme d'éclairage Odell. Isabelle, ici, ses collègues travaillent sur l'éclairage Odell à Montréal avec les diminutions d'éclairage et autres. Tout ça est prévu. Ville intelligente, là, si vous voulez, c'est les experts de ce domaine-là. Mais au niveau du plan lumière, je veux revenir tantôt, vous avez dit, c'est intéressant de voir de quel point de vue on décide de voir les édifices et autres. Bien, l'équipe qui a analysé et fait le plan lumière à l'époque, en 1995, il y avait, Gilles Arpin avec Éclairage public et chez Cardinal Hardy, urbaniste et architecte. Là. Là, oui. Et c'est eux qui ont vraiment fait cet exercice. Ils ont fait les points de vue de tous les édifices du Vieux-Montréal à partir du Mont-Royal, à partir du pont, à partir de la Rive-Sud, à partir de l'Est et de l'Ouest. Ils ont cartographié tous les bâtiments. Est-ce qu'on les voyait d'un point de vue, de 2 points de vue, de 3 ou de 4? Et ceux qui étaient vus de 4 points de vue étaient donc, ceux-là avaient un statut particulier. Et donc, on allait éclairer les couronnements. On allait éclairer aussi au niveau des rez-de-chaussée et les perspectives à l'intérieur d'une rue. Mais leur couronnement était identifié, donc devenait un point de mire. Et c'est vraiment comme ça qu'on a identifié quels bâtiments étaient les plus importants et quels étaient ceux qui allaient bénéficier de la couleur. Il y a 4 ou 5 édifices seulement qui ont droit à la couleur dans le Vieux-Montréal. Bon, là, il y a des privés qui en ajoutent. Mais le plan lumière, au départ, avait l'hôtel de ville, le marché Bon Secours, Pointe-à-Calière, l'église, Notre-Dame et la Banque de Montréal. Donc, très peu d'édifices avaient droit à la couleur pour des raisons particulières qui étaient analysées à l'intérieur du plan. Mais c'est un travail pharaonique, là. On s'entend que... C'est un très bon travail qui a été fait. Oui, fait. très bon, excellent. Mais est-ce qu'on peut l'imaginer pour Côte-des-Neiges? Je dirais dans les quartiers, nous autres, on voit plus, dans le fond, soit certaines rues. Donc là, à ce moment-là, c'est plus comme une rue commerciale qui aurait un patrimoine intéressant qu'on voudrait mettre en valeur, ou des bâtiments qui pourraient être soit patrimoniaux ou contemporains. Une belle bibliothèque contemporaine dans un quartier pourrait décider d'avoir un plan en lumière parce que ça devient l'édifice signal de son quartier. Alors, il y a du patrimoine contemporain, du patrimoine ancien. C'est comme au niveau iconique ou architectural. Ensuite, il y a le niveau sécuritaire, qu'on parlait tantôt, écologique. Puis ce qu'on parlait tantôt aussi, c'était plus le niveau image versus lumière. Donc, dans le quartier des spectacles où il y a beaucoup d'images, dans le fond, qui sont projetées sur les villes, c'est sûr qu'on utilise la lumière. Mais en bout de ligne, le corps ou l'impression qu'on reçoit de ces installations-là est très différente. C'est beaucoup plus précis. On peut conter des histoires, on peut interagir avec. Mais c'est pas pour tous les quartiers non plus. Non, c'est du puis spectacle, c'est comme un autre ça. layer de entertainment
pour certains quartiers, pour certains besoins qui peuvent être pratiques, Oui. parce qu'on cherche à augmenter l'économie ou le Oui. trafic dans ces Nous, on pense que quartiers-là. les entrées de ville, les ponts, on a plusieurs ponts à Montréal, donc pas nécessairement éclairer tous les ponts, mais certaines entrées de ville pourraient avoir soit un paysage, des arbres éclairés. Là. On travaille actuellement sur Laurentien et La Chapelle. On n'éclairera pas le pont, mais les plantations à l'arrivée dans le quartier seront éclairées. Il va y avoir un traitement particulier. On sent qu'il va y avoir beaucoup d'assemblées publiques pour expliquer tous ces mystères qui animent notre merveilleuse corporation municipale de Montréal. Micro. Et on va peut-être graduellement prendre une ou deux questions, peut-être d'un autre groupe, là, parce que ce serait bien diversifié. Malheureusement, ce ne sera pas une question. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les quartiers, parfois, ce qui est important, c'est pas de faire un plan lumière à l'échelle du quartier. Quoique parfois, dans certaines villes ou dans certains... Ici, à Montréal, on a une équipe qui s'occupe de la lumière sécuritaire et en plus des illuminations. Parfois, tout ça, c'est à l'urbanisme, donc ça dépend des juridictions de chacune des villes. Mais la centralité d'un quartier, ça peut être important pour... moi, je travaille dans une ville où il y a des mosquées, mais tout se passe autour de la mosquée. Donc, la centralité autour de ça, elle doit avoir une qualité de lumière particulière dans son quartier. Puis quand on s'éloigne de ça, on devient... Même dans le Vieux-Montréal, dans le temps, on a gardé la lumière sodium dans les quartiers, dans les rues résidentielles, puis on a mis de la lumière blanche dans les rues plus touristiques. Il y avait un signal là, pour les résidents, mais aussi pour un touriste qui s'en va. Quand la lumière devient plus jaune, plus drabe, ben, il n'y aura pas de party là. Tu continues sur la lumière blanche. Et donc, ces signaux-là... Donc, on garde les Montréalais dans le drabe. C'est ça qu'on comprend. Alors, il y a une question ici, là. S'il vous plaît, J'aimerais poser une question, si c'est possible. Oui, mais des fois, il faut demander le droit de prendre la question, pas utiliser les droits des voisins. Allez, les gens ont demandé leurs droits. Moi, je trouve qu'il y a une variable dont je n'ai pas entendu le nom ce soir, qui est la durée. La durée technique. Bon, on parle du fameux cocombe, là, mais si ma mémoire est bonne, c'est un des premiers édifice qui a osé la lumière à Montréal, mais à cette époque-là, je pense qu'on était loin d'avoir les équipements technologiques qu'on a maintenant. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la création puis de l'effet final, sans vouloir l'excuser, là, mais il y a peut-être une explication historique à ça. Là. Puis deux, est-ce que... je reviens aussi sur la durée. Est-ce que dans des villes comme Lyon ou d'autres villes qui mettent la lumière en évidence, est-ce qu'un coup qu'un truc est éclairé, on est pris avec ça éternellement? Ou si la technologie change ou si on veut changer le look d'une ville, est-ce qu'il y a des mécanismes pour modifier ça? Est-ce que je peux répondre à cette question? Oui, puis après ça... excusez-moi. Non, si je peux mettre en contexte votre deuxième question, dans ma pratique, on fait beaucoup d'éclairage à l'intérieur et pas juste l'extérieur. Et une des choses qui m'a toujours préoccupé, c'est cette notion de durée de vie d'ailes. C'est toujours un peu mystérieux dans le sens qu'on teste un produit, on met sur le marché un produit qui n'a pas été testé pour la durée de vie du produit. C'est-à-dire qu'on dit on le teste pour 5000 heures, mais on dit avec projection, on va atteindre 200 000 heures, par exemple. La question, c'est après 200 000 heures, où est-ce qu'on va être? Est-ce que c'est une moyenne? Votre laveuse sécheuse est garantie pour 5 ans, mais peut-être ça va pas marcher après 2 semaines. Je ne sais pas. Mais dans un scénario plus optimiste, les DEL vont décroître en termes de leur puissance, mais ce n'est pas normal qu'ils s'éteignent complètement. Donc, dans le contexte intérieur, la chose qui me préoccupe le plus, c'est que j'aurai des clients avec, par exemple, des escaliers qui sont éclairés. Et les DEL vont toujours être allumés, mais peut-être à 10%. Mais ils vont dire, regarde, c'est toujours éclairé. Ils ne vont pas les remplacer. Parce que le budget pour le projet est au tout début. Il n'y a pas de projection pour la maintenance et, par exemple, une reprogrammation ou même un reboot des serveurs pour le remettre en marche. Souvent, ce n'est pas planifié avec le projet. Et, pardon? Oui, ben, on essaye de les prévoir, mais même à l'intérieur, une discussion autour de maintenance d'appareils à long terme, c'est difficile à
à argumenter. Ça tourne toujours autour de l'énergétique, ça ne tourne pas nécessairement d'un budget de maintenance. Donc, la question, je crois qu'on a abordé un petit peu, puis peut-être tu as quelque chose à ajouter, cette question de médias et programmation d'un système d'éclairage. Est-ce que on devrait changer le contenu à des intervalles précis? Qui va le payer? Puis qui va le concevoir? Est-ce qu'un projet qui est conçu devrait rester figé ou est-ce qu'on devrait le réinventer à chaque 5 ans ou quelque chose? Bon, on va coordonner l'éclairage, les changements des programmes d'éclairage avec les élections scolaires. Les élections scolaires, ça va donner un petit peu d'animation. Sachin et Josiane. Puis après ça, il y a une dernière question en haut, là. On ne l'a pas oublié, notre ami, là. Je pense que c'est sûr que ça dépend des clients, ça dépend des propriétaires. Il y a des gens qui sont habitués de faire de la maintenance, puis ça fait partie d'un plan, puis ils ont des équipes à l'interne qui ont les ressources de pouvoir faire ça. Puis, mais en général, surtout l'éclairage extérieur, le frais de réinstaller puis de redesigner des nouveaux systèmes d'éclairage est beaucoup plus grand que de reprogrammer l'éclairage puis de faire un fine-tuning. Donc, c'est beaucoup plus fréquent. Ce que j'ai vu beaucoup plus fréquemment, des demandes de fine-tuning ou de reprogrammation que de redesigner un système d'éclairage. Surtout avec, c'est comme si l'évolution des LED, à cause que c'est relativement nouveau, il y en a qui ont déjà commencé à les changer parce que ça faisait 5 ans qu'ils avaient. Mais en général, il y a eu comme une bonne croissance. Puis je pense que c'est peut-être ce cycle-là va commencer dans 4-5 ans d'une nouvelle génération ou un nouveau style d'éclairage qui peut demander une nouvelle adaptation de ce qu'ils ont présentement. Mais c'est sûr que pour nous, nous, on n'est pas des designers d'éclairage traditionnels. On fait du entertainment. On rajoute un niveau d'entertainment dans les affaires. Donc, les gens ne viennent pas nous voir pour éclairer un édifice ou un intérieur ou une icône. Mais la réalité d'opérer est cruciale. Parce que, à un moment donné, la technologie, la réalité, c'est comme la laveuse. Des fois, la laveuse à côté, où ce système-là, il va brûler ou il y a un élément, puis ça peut dégrader très rapidement. Là. Si ça commence, une coupe d'affaires qui ne marche pas, ça ne marche pas du tout. Oui. Bien, on est déjà chanceux que ce soit vert et pas turquoise ou pastel. Bon. On se rapproche du cocktail là, avec cette indiscipline qui s'installe joyeusement. Mais si je peux rajouter oui. très brièvement, mais c'est sûr que là, mais justement, c'est une initiative privée, donc c'est sûr qu'ils ne sont pas venus nous consulter là, pour si on était d'accord avec le coloris de vert choisi. Mais moi, je voudrais juste revenir avec une considération très, très générale sur la durée. C'est que malgré tout, on peut avoir des conceptions, des installations techniques là, qui sont présentes dans l'espace urbain, mais la lumière, c'est pas du béton. Hein. Il faut mettre la switch à on ou à off pour que la lumière soit présente. Donc, sur l'inquiétude de est-ce qu'on est pris avec des installations ou pas, on a la décision à tous les jours, est-ce qu'on allume ou pas un truc de plus en plus. Bon, il y a l'algorithme qui fait son travail, il y a les installations qui sont programmées pour, mais on est certainement moins mal pris avec une installation lumineuse qu'avec un échangeur en béton. Ça se change plus rapidement, ou en tout cas, on peut décider plus rapidement de l'effacer du paysage urbain, par exemple. On a une plus grande mobilité par rapport à ce qui est créé. Bon. Merci. Dernière question. Oui, bonsoir, Sylvain Bertin. En fait, ce sera plus un commentaire général. C'est mieux d'être compact. Je vais essayer d'être compact en 3 points. J'ai quand même fait un doctorat sur le sujet, donc je suis un peu sensible à ce qui se dit ce soir. Oui. La première des choses, c'est qu'on n'a pas vraiment parlé de l'évolution des professions et de l'impact, effectivement, sur en fait, la complexité des projets qu'on retrouve aujourd'hui à l'heure actuelle. Donc, effectivement, l'évolution des formations dans le domaine de l'éclairage et l'apparition de la conception lumière, effectivement, a créé des professions hybrides qui aujourd'hui sont mélangées avec non seulement le côté esthétique, plastique, mais multimédia. Le deuxième commentaire, c'était plus sur le fait que je suis toujours surpris que quand on parle d'éclairage, on parle toujours de
de choses à allumer ou à éteindre, de ce qui est vu ou ce qui n'est pas vu, mais on parle très peu de la notion de paysage, alors que c'est quand même le titre de la conférence ce soir. Puis la notion de paysage, quand même, possède un très lourd sens, en tout cas au niveau théorique et au niveau pratique. Et donc, ce serait bien aussi de préciser de quoi on parle quand on parle. Est-ce qu'on parle d'expérience visuelle? Est-ce qu'on parle d'esthétique? Est-ce qu'on parle d'aspect sensoriel? Donc, la notion de paysage urbain aussi a un impact aussi sur la manière dont on considère les interventions. Et ce qui m'amène au troisième point. Quand on parle de paysage, on parle aussi de pluralité de paysage, c'est-à-dire d'une diversité. On parle essentiellement ici ce soir du centre-ville. On parle très peu des rues, des ruelles, des parcs urbains la nuit qui fonctionnent, où les gens font du sport jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, même avec les luminaires éteints. Donc, ça montre qu'il y a une vie nocturne. Et ce qui m'amène au troisième point, la question de la nuit. On n'a pas évoqué la question de la nuit. On n'a pas évoqué la question des modes de vie, des manières de se représenter la ville la nuit, que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans les médias, que ce soit dans l'actualité. Donc, il me semble qu'il y a un lien à faire effectivement entre ces trois aspects que sont effectivement l'évolution des professions, le paysage et la nuit. Merci. Bon, merci. Peut-être 3 mots de la fin? Josiane? Merci. Oui, j'imagine qu'il faudrait plus de temps pour embarquer dans la réalité de la profondeur du sujet. Je veux dire, il y a plusieurs la nuit est jeune. Dimensions. Oui, c'est ça, la nuit est jeune, les vers s'en viennent, on va pouvoir continuer la discussion. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres niveaux à ça. Je pense que le niveau du paysage est super important, le niveau de l'expérience qu'on veut créer, puis le niveau aussi de l'identité que l'éclairage crée pour la ville. Je pense que... Puis encore, on parle du niveau entertainment jusqu'au niveau sécuritaire, là, puis tout ce qui se passe entre les différentes façons d'approcher et puis les différents besoins de certains quartiers, les différents besoins, comment les gens utilisent la ville, puis ça devrait être conçu en fonction de ça, pas le contraire. Je suis toujours en train de penser aux questions de Sylvain, puis j'essaie de dire un mot de final word. Il y a toujours une citation Non, mais effectivement, je crois que Sylvain l'a dit, c'est question de recul. Et si on voit un paysage comme étant quelque chose qu'on voit à une certaine échelle, le paysage de notre ville, c'est quelque chose qu'il faut prendre de recul puis évaluer tout en contexte. C'est plus question de faire des projets qui sont des icônes en soi, sans constater qu'est-ce qui peut se trouver à côté. On peut avoir différentes vues de qu'est-ce que c'est un paysage et comment est-ce qu'on devrait gérer un paysage ou apprécier un paysage, mais il faut avoir cette vue d'ensemble. Puis, si je peux dire, c'est super agréable ce soir. J'apprécie beaucoup l'initiative de Dino. C'est tout aussi agréable après. Merci. Et Josiane, deuxième chance, dernière chance? Non, je pense que tout le monde gigote. Là. On est prêt pour aller boire un verre puis discuter plus informellement. Okay. Merci. En tous les cas, on vous remercie. On vous souhaite une bonne fin d'année. Et également, on vous signale que le 7 février prochain, dans cette pièce, se tiendra le deuxième échange qui portera sur la question des chantiers. Vous pouvez appeler ça un peu les cônes oranges si ça vous tente. Et il y aura certainement d'autres choses, mais d'ici là, il y a un verre qui est proposé pour tout le monde dans le foyer du musée juste à côté. On remercie le musée McCord, notre partenaire, et tous les participants.